Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans mon petit bureau plein de bazar, mais faites bien attention parce que vous pouvez constater qu'on a un triceratops et non plutôt un T-Rex et un garde anglais qui nous surveille, entre autres. Donc il faut être bien sage. Alors on va faire un petit point sur l'exercice qu'on a travaillé ensemble, mais comme certains ont eu des problèmes de connexion, je reprends rapidement la correction. Et puis vous pouvez du coup la regarder avant de vous endormir, en vous réveillant, voire en étant aux toilettes. Je ne reviens pas sur le descriptif du pont roulant. On a donc au final la partie qu'on étudie, c'est-à-dire une barre horizontale avec 3 points de contact particuliers A, B et C. Donc des points d'appui en A et B, et puis une charge au point C. Vous avez le descriptif des liaisons, donc on en avait parlé, en gros, une pivot d'axe AZ, une ponctuelle au point B, et puis la charge donc au point C. Première question, déterminer les torseurs d'action mécanique en ces 3 points. Pour bien faire un torseur, quand on a la liaison, le plus simple c'est de partir des degrés de liberté. Puisque ici on a une liaison pivot d'axe AZ, c'est-à-dire donc on va avoir une rotation d'axe Z uniquement. Et pour trouver le torseur d'action mécanique, eh ben, on fait le contraire. Alors, cela vient du fait que si je bloque un mouvement, d'accord, là je pousse ma main avec mon autre main, si je bloque, je peux transmettre un effort puisque c'est bloqué. Par contre, s'il n'y a rien qui bloque, ah, petit bruitage, j'ai pas pu m'en empêcher, c'est spécial Roman. Si je fais un mouvement, mais qu'il n'y a rien qui le bloque, et ben je ne transmets pas d'effort. Du coup, les torseurs d'action mécanique sont l'inverse des degrés de liberté ou des mouvements possibles, si vous voulez. Donc on écrit le torseur 3 sur 1 par rapport à ça. On a donc X, Y, si on se ramène dans le plan uniquement, puisque on ne peut pas avoir d'effort sur Z, et on ne peut pas avoir de moment sur L et M, puisque c'est des moments qui auraient tendance à faire sortir le système du plan. Du coup, dans un système plan, un problème plan, on n'a pas ces moments-là. Si vous faites l'exercice sans vous mettre dans un problème plan, c'est-à-dire en conservant le torseur complet, c'est pas grave, on aura les mêmes résultats, vous aurez juste quelques inconnus en plus pendant l'étude, mais qui rapidement vont être égales à 0. En général, on fait ça pour gagner du temps de calcul. Au point B, on a une ponctuelle de direction Y, donc tous les mouvements sont possibles, sauf la translation sur Y, ce qui nous donne ce torseur-là. Puis au point C, on ne part pas de la liaison, mais on part de l'action mécanique possible, puisque c'est dû à la charge, c'est-à-dire au poids. Et donc on a un moins mg, moins p si vous préférez, au niveau de l'axe Y. Voilà, donc ensuite on va faire le principe fondamental de la dynamique, somme des forces égale masse fois accélération, mais dans ce cas-là on n'a pas d'accélération puisqu'on notre système est immobile. Donc somme des forces égale 0, ce qui nous fait donc une équation des résultantes sur x et y égale 0. Et puis pour les moments, eh ben, on va faire la somme des moments égale 0 également, mais il faut les écrire en un même point. Donc on choisit le point A, puisque c'est là où il y a le plus d'inconnus. Donc autant ne pas bouger ce torseur. Il est au point A, on ne le touche pas comme c'est le plus compliqué, et on écrit les deux autres au point A. Donc les résultantes des torseurs ne changent pas, 0, Y0 et 0 moins P0, mais par contre, les moments au point A ne sont plus nuls. Donc on doit faire la force fois la distance pour celui-ci, donc Y fois la distance entre A et B, et la force fois la distance pour celui-ci, moins P, fois la distance entre A et C. Le signe des moments dépend de dans quel sens ils ont tendance à faire tourner. S'ils ont tendance à faire tourner de X vers Y ou de Y vers Z, on va dire dans le sens de l'alphabet, c'est qu'ils sont positifs, sinon ils sont négatifs.
Voilà, donc on fait notre somme de moments, on résout tout ça et on trouve 5000 newtons pour chacune de ces deux actions. 500 décanewtons, 5000 newtons. On avait vu, on en avait parlé, que je pouvais très bien, dans un système aussi simple que celui-ci, j'ai 10 000 newtons au milieu, j'ai une symétrie parfaite du système, donc on en déduit que je vais avoir 5000 de chaque côté. C'est quelque chose qui peut s'écrire au niveau d'un contrôle. Ok, je fais une petite pause pour enregistrer mon travail, parce que j'ai pas envie de tout perdre, ça fait 3 fois que je fais les trucs et ça plante. Donc le torseur de cohésion, qu'on va chercher à calculer, ça correspond au torseur des efforts intérieurs. Donc pour ça, on va imaginer que la poutre est coupée en deux parties, la partie 1 et la partie 2. Et le torseur de cohésion, il va être défini comme étant l'action de la partie 2 sur la partie 1. Donc finalement, c'est le torseur qu'on appelle également des efforts intérieurs, puisque c'est ce qui se passe à l'intérieur de la poutre. Donc le torseur de cohésion, ici, on l'a écrit COH AC pour dire cohésion entre A et C. Il est égal finalement au torseur de l'action de 2 sur 1 et égal à moins le torseur de 1 sur 2. D'accord, 2 sur 1 étant l'inverse de 1 sur 2. Par le théorème des actions réciproques, si vous voulez, ou d'une des lois de Newton, un truc comme ça. Donc si j'applique le PFD à la partie 2 uniquement, la moitié droite de ma poutre, et ben, je peux dire que le torseur de 1 sur 2 plus le torseur de toutes les actions extérieures qui s'appliquent sur cette partie 2, ça fait 0. Puisqu'on est en statique, on est immobile. Il n'y a pas d'accélération. Du coup, ce torseur de 1 sur 2, il est aussi égal à moins le torseur de cohésion, d'après ce que j'avais écrit là-haut. Donc je peux dire que le torseur de cohésion est égal à la somme des actions extérieures sur ma partie 2. Ici, les actions extérieures, j'ai le poids P et la force en B. Donc finalement, si j'écris la somme de mes actions extérieures, c'est tout ça, moins P moins Y, et puis il faut calculer le moment de P, donc en faisant force fois la distance, ici. Comme je m'intéresse à ce qui se passe au niveau de G, et ben, ma distance c'est GC, et cette distance, ça va être AC moins AG. D'accord? De même, pour le torseur au point B, ça sera ma distance AB moins AJ. Et donc, je remplace ça par les valeurs que je connais et je trouve un torseur de cohésion de ce type-là, c'est-à-dire avec un effort en Y, moins 5000 newtons, et un moment en Z de 5000 multiplié par la distance AJ, qu'on pourrait appeler X éventuellement, puisque c'est sur l'axe X depuis l'origine de mon repère jusqu'à J. Donc 5000X éventuellement. Ok. Donc maintenant, si j'observe ce torseur de cohésion, je peux voir, je vais revenir dessus, je peux voir que finalement j'ai un effort en Y, donc on appelle l'effort tranchant sur l'axe Y, d'accord, ou tangentiel, le T peut nous amener pour les deux, parce qu'il est tangent à la surface, à la section, si vous voulez, et tranchant, il a tendance à trancher la poutre, parce qu'il est perpendiculaire à la ligne moyenne. Donc on a un effort tranchant et un moment de flexion sur Z, puisque ça a tendance à faire donc fléchir la poutre. Donc on est dans une sollicitation de type flexion simple, comme je réponds à la question qui suit un peu après. Pour le torseur entre C et B, c'est exactement la même chose, sauf que quand je vais faire le bilan des actions, je vais en avoir un peu moins, puisque je suis après le point C maintenant. Donc le bilan des actions, j'ai uniquement la force en B, ce qui va bien plus vite. Et donc mon torseur de cohésion, il a cette forme-là. Au niveau de la forme, on est comme tout à l'heure. Tiens, il y a une petite boulette qu'on va corriger. Tac, TY, voilà. Donc la poutre est soumise à une flexion simple parce qu'on a un effort tranchant
en Y et un moment de flexion. Donc la forme est la même. L'expression est un petit peu différente entre C et B qu'entre A et C. Alors, pour tracer le diagramme des efforts de cohésion, eh ben, on prend l'expression du moment de flexion entre A et C, c'est-à-dire 5000 multiplié par la distance. Donc on a une fonction affine, et donc on a une droite qui part de 0 pour arriver à 10 000 Nm, si vous voulez, à son maximum au point C. Ensuite, si je prends l'expression à partir de C, donc pour une valeur de x compris entre 2 et 4 mètres, et ben, quand je vais faire 5000 pour une distance AG qui est égale à 2 mètres, 5000 multiplié par 2, ça va me faire 10 000, donc je vais partir de 10 000, et puis pour une distance de 4 mètres, je vais arriver à 0, puisque 4 moins 4, il me semblerait bien que ça fait 0, et donc 5000 fois 0, ça va faire 0. Du coup, voilà pour l'évolution du diagramme des efforts de cohésion en ce qui concerne le moment de flexion. Pour l'effort tranchant, j'ai bougé un peu le graphe, voilà. Pour l'effort tranchant, eh ben, il vaut moins 5000 sur la première partie et plus 5000 sur la deuxième partie. Ce type de diagramme, ça sert à quoi? C'est visuellement pour immédiatement, entre autres, retrouver la zone où les efforts intérieurs sont maximaux, puisque je vais pas, en résistance des matériaux, je cherche en général la zone d'effort maximale, et puis je dimensionne mon système pour ce point-là, et je sais que ça passera partout ailleurs. Je vois ici qu'en C, j'ai le moment de flexion maximale, donc je vais m'intéresser au point C. De même, que je sois à gauche ou à droite de C, j'ai de toute façon l'effort tranchant maximal, puisque c'est 5000 en valeur absolue, si vous voulez. Ok, une petite pause pour l'enregistrement du fichier. Donc voilà, c'est la réponse à la question 6. La section la plus sollicitée est celle au point C, puisque on vient de le voir, c'est là où le moment de flexion est maximal. Et l'effort tranchant, où qu'on soit, on a moins 5000 ou plus 5000. Alors, l'expression de la contrainte normale, bon bah ça c'est le cours. Sigma égale mfz sur igz multiplié par y, avec le petit dessin qui rappelle que donc le y, à quoi il correspond? Il correspond à la distance depuis le centre de la section, ce qu'on appelle la ligne moyenne sur la poutre. Donc cette distance, puisque la contrainte, on voit qu'elle est plus grande quand je m'éloigne du centre de la section. Nous, si on cherche la contrainte maximale, ce qui en général est le cas, on va donc se placer à l'extérieur, d'un côté ou de l'autre de la poutre, mais à la distance maximale Y, c'est-à-dire finalement, quand la poutre est ronde, ça correspond au rayon, c'est ce qu'on avait vu dans un autre exercice. Là, la poutre ne sera pas ronde, donc il faudra prendre la hauteur divisée par 2 pour avoir la distance maximale. Le MFZ étant le moment de flexion et le IGZ, le moment quadratique de la poutre qui nous sera donné. Donc les zones où les fibres sont tendues, eh ben, ça va être en bas, d'accord, puisque la contrainte est positive, on est en traction. Et en haut, la contrainte est négative, on est en compression. Voilà. Je vous disais que le moment quadratique était donné, on l'a ici, d'accord. Ça peut se calculer quand la forme est simple. Par exemple, un carré, on a BH3 sur 12, on avait vu ça comme exemple. Ici, la forme est plus compliquée, donc on a même si elle n'est pas très très complexe, on peut encore la faire par calcul en faisant des soustractions, des additions de formes. Mais voilà, c'est pas non plus très très simple. Et puis quand la forme est encore plus quelconque, plus difficile, eh ben, on fait appel à des logiciels. Typiquement, SolidWorks nous donnerait, pour un dessin donné, on lui donne la forme et il va nous donner le moment quadratique.
L'idée ici, ça va être de trouver quelle est la poutre qui... Aïe, plus de batterie. On va vite finir cette partie-là. Quelle est la poutre qui convient? Quelle dimension? Tout simplement, on va prendre notre formule de contrainte. On va calculer le moment de flexion. Enfin, le moment est donné, 5000. Le moment maximal en... Il y a des bêtises là, newton millimètre, voilà, petit à petit on va tout corriger, hein. C'est des newtons multipliés par des millimètres. On avait trouvé 10 000 en newton mètre, donc 100 000 newton millimètre. On met tout en millimètres puisque les dimensions sont en millimètres, à part la section, mais pour l'instant on ne l'utilise pas. Donc on s'évitera les erreurs. Et puis vous faites le calcul avec la formule en prenant le y, donc qui vaut la moitié de la hauteur. Et voilà ce qu'on trouve comme contrainte maximale. Sachant qu'on nous avait donné un coefficient de sécurité de 3, donc il faut diminuer par 3, enfin diviser par 3 la résistance élastique du matériau. Donc comme elle était donnée à 300 mégapascal, on va se limiter à 300 divisé par 3, 100 mégapascal. Du coup, la première dimension qui va pouvoir convenir, c'est l'IPE de 160, puisque celui de 120 et de 140, on obtient des contraintes supérieures à 100 mégapascal. Celui-ci est bon. Forcément, le 180 va convenir, mais ça ne sert à rien de prendre, de prendre plus grand, parce que sinon, pourquoi pas 3000 comme dimension, hein. Donc, voilà, on prend le premier qui convient. Donc l'IPE de 160. Je vais arrêter pour brancher mon ordinateur avant qu'il nous coupe tout. Alors, on en avait parlé dans le cours, quand on avait parlé de la flexion d'un objet. Je vous avais dit, si vous voulez casser un bout de bois, une branche, là, vous êtes dans la nature, vous voulez vous faire un petit feu, et donc vous voulez casser des branches, comment vous allez faire? Vous m'aviez dit, on va prendre le bout de bois et puis on va le mettre sur notre genou, par exemple, et puis essayer de le tordre pour le casser. D'accord? On va pas prendre le bout de bois et clac, essayer de le cisailler comme ça avec les mains. C'est impossible. Enfin, pour le commun des mortels, évidemment. Pour moi, c'est un petit peu différent. Donc, en flexion, finalement, on va se rendre compte que ce qui est important, c'est la partie de la contrainte qui est due à la flexion et pas au cisaillement. Donc, dans le torseur, ça sera ce qui est dû à MFZ et non pas à TY. Pour revenir vite fait sur le torseur. Voilà, torseur d'une flexion simple. C'est cette partie-là, la partie de la flexion, qui va être importante et qui va permettre la rupture de l'objet. Donc si on ne veut pas qu'il casse, ce qui est le cas de notre étude ici, on va se préoccuper de ce qui se passe dans la contrainte qui est due à ce moment de flexion. Donc, on vous demandait pour vérifier ça de calculer la contrainte tau max, la contrainte de cisaillement, et de la comparer à la contrainte sigma max. Donc si on fait le calcul, tau max, c'est T sur S, S étant la surface, et donc 5000 divisé par 1940 pour l'IPE qu'on a choisi, de 160. Si on ne s'est pas trompé, le 160, il a une surface de... Aïe, on s'est trompé. 20,1 cm². Pourquoi? Bon, il y a une petite erreur là, mais c'est globalement ça. À voir pourquoi on a mis 1940, je ne sais pas. Peut-être en lien avec le début de la Première Guerre mondiale, mais ça m'étonnerait. Ah oui, non, parce qu'il y a un calcul. Ouais, mais ça, c'est pas le calcul. Mais finalement, le constructeur nous donnait la surface. Donc plutôt prendre ça, ça sert à rien de s'embêter parce que la surface du constructeur est légèrement plus grande que celle calculée, tout simplement parce qu'en réalité, là le dessin est simplifié, il y a des petits arrondis, comme c'est des formes fabriquées par extrusion
Voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, les angles ne sont pas carrés, donc la surface est un peu plus grande. Donc on aura une surface un peu plus grande, donc une contrainte taux max légèrement plus faible, mais globalement, c'est ça la bonne valeur. Et quoi qu'il en soit, on est très très inférieur à sigma max, puisqu'on a 2,6 mégapascal contre 92 mégapascal pour le sigma. Tout ça pour dire que dans le dimensionnement, on va prendre en compte que le sigma max, on ne va pas s'embêter à calculer le taux max dans ce cas de figure. On vous demandait de calculer le poids ensuite de la poutre. Donc elle fait 5 mètres, une masse volumique de 7800 kg par mètre cube. Donc il faut déjà calculer son volume. Le volume, ça sera la surface fois la longueur. Donc je fais des mètres carrés multipliés par des mètres. J'obtiens des mètres cubes et je multiplie par la masse volumique. Les notations ne sont pas toujours bien cohérentes dans notre affaire. Ici, ça va être ρ, hein, la masse volumique. Hop, CTRL C, CTRL V, et donc on trouve un poids, une masse, pardon, de, j'étais en train de réfléchir en même temps, une masse de 75,6 kg, et soit un poids de, vire-moi ce truc s'il te plaît, 742 newtons. Ok. Voilà. On va faire une pause parce que vous entendez peut-être un bip bip qui est la fin du compte minute pour la cuisson des pâtes. Et comme j'aime les pâtes al dente, je vais partir en courant, vite éteindre et goûter ça. J'y vais. Chaud. Et voilà, les pâtes étaient bien cuites, elles étaient bien bonnes et elles sont en cours de digestion maintenant. Alors, on aurait pu prendre une poutre carrée au lieu de prendre cette forme en I. Et là, on va essayer de voir quel est l'intérêt justement d'avoir fait ça. Si on avait pris une poutre carrée, l'expression de l'IGZ BH3 sur 12 devient C4 sur 12, puisque B, la base est égale à la hauteur. Donc ça fait C fois C cube, donc C puissance 4 sur 12. Ma hauteur H sur 2 devient C sur 2. Et donc, si on dépatouille tout ça, on se trouve le C4 sur 12 divisé par 12, ça revient multiplié par 12 le haut de la fraction. Voilà, il y a un C ici, un C4 là, donc il nous reste 2 C cubes. Et donc, ça veut dire que C est égal à la racine cubique, d'accord, de cette expression-là, soit 84,4 mm. Donc, il nous faudrait un carré de 84 mm de côté pour avoir la même résistance. Très bien, ça paraît plus petit, on se dit pourquoi pas, puisque le IPE choisi, je vous rappelle, avait une hauteur de 160. Donc là, on est 2 fois plus petit en hauteur, donc on peut se dire, bah écoute, c'est pas mal, le carré est bien. Mais si on calcule le poids de cette affaire-là, donc la section fois la longueur fois la masse volumique, qui était ρ tout à l'heure, j'ai pas corrigé ici, mais donc la section c'est C au carré, la longueur toujours 5 mètres, fois les 7800 kg par mètre cube de l'acier, on a un poids total de 278 kg. D'accord? À comparer une masse totale pardon, de 278 kg, à comparer à la masse de l'IPE qui était de seulement 75 kg. 76 si j'arrondis. Donc on voit que pour une résistance équivalente, eh ben, la poutre carrée est bien plus lourde que la poutre en forme de IPE. Ok. Voilà, alors une dernière question où vous avez une étude un peu faite avec un logiciel de résistance des matériaux, donc des choses comme vous avez pu le faire en TP avec l'étude de la passerelle et puis de la partie plastique que vous avez déformée. Et là, on se rend compte qu'en réalité, donc on voit bien là vers le milieu que les contraintes sont plus importantes, donc sombres
c'est contrainte nulle, noir c'est nul, et blanc c'est les contraintes maximales. Donc les contraintes, on voit bien qu'elles sont plus grandes sur les extérieurs, en traction et en compression, d'accord, dû au phénomène de flexion de la poutre. On voit bien qu'au milieu, on a du noir partout, sur la ligne moyenne. Donc le milieu de la poutre, en fait, n'a pas de charge intérieure, d'accord. Contraintes sont nulles sur la fibre moyenne. Mais là, ce qu'on prend en compte en plus, c'est ce qui se passe au niveau des contacts. D'accord, que notre théorie de résistance des matériaux ne prend pas en compte. Et là, si on fait ça, on voit qu'on monte à 138 à peu près mégapascal pour la contrainte maximale. Et si on en déduit le coefficient de sécurité, c'est-à-dire mon matériau, il peut encaisser, si vous voulez, 300 mégapascal et je lui en inflige 138, donc j'ai un rapport de 2,17 qui correspond donc à mon coefficient de sécurité effectif, réel sur mon système. Voilà. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué d'avoir suivi cette vidéo qui était un peu longue. Je crois qu'ils n'ont pas bougé là derrière, non, ni l'un ni l'autre. Allez, je vous fais un petit au revoir. D'accord. Et puis, à bientôt.